Alors le bon mode d'emploi, c'est d'abord le stimuler à bon escient et régulièrement. C'est-à-dire qu'il faut multiplier, diversifier les actions stimulantes. Ça peut être dans le travail s'il s'agit d'une tâche intellectuelle, mais il faut quand même diversifier. Ensuite, par l'activité physique, et très important aussi par les loisirs. Et en même temps, je dirais, il faut assurer une communication humaine qui soit riche. Parce que la communication humaine apporte la libération d'une hormone qui est connue maintenant, l'ocytocine, qui est responsable en grande partie de l'empathie, mais qui procure aussi une excellente arme anti-stress. Non, parce que stimuler, c'est déjà une marche au-dessus. C'est déjà plus fort que l'entraîner. L'entraîner, je dirais, c'est éviter de ne rien faire avec son cerveau pendant de longues périodes de temps. Ce qu'imaginent beaucoup de gens quand ils sont à la retraite, où ils ne font plus rien, ils regardent la télé, très mauvais. Donc il faut l'entraîner, c'est-à-dire le faire fonctionner régulièrement, et si on peut, le stimuler. Par exemple, ce qui est très bien, c'est connu à partir de l'âge de la retraite ou chez les gens qui se sentent un peu oisifs, c'est démarrer une activité qu'ils n'ont jamais fait pendant l'âge adulte. Par exemple, ceux qui n'ont jamais fait de musique, hop, ils apprennent un instrument. Ça va stimuler fortement la repousse de certains neurones dans le cerveau et ça fera que du bien. Oui, alors il y a deux choses. Le sport, c'est important parce que ça permet de réguler le fonctionnement des artères du cerveau, hein, ça les rend plus souples, ça ralentit le fonctionnement du cœur, donc il faut en faire un peu et très régulièrement. Et chez les grands sportifs qui deviennent vraiment addicts du sport, bon là évidemment, comme toute occupation qui procure du plaisir, on peut devenir addict. Non, l'homme n'est pas fait pour vivre seul. Il a beaucoup de récepteurs de l'ocytocine dans son cerveau, ce qui fait qu'il a besoin de communiquer, il a besoin d'entrer en relation dans sa vie sociale. Et ça aussi, c'est un aspect très important dans la fin de vie. Bien privilégier cet aspect communication humaine parce que ça a un effet anti-stress démontré. Par exemple, dans les couples de personnes âgées qui sont restés une bonne partie de leur vie ou toute leur vie ensemble, lorsque l'un des deux décède, on voit apparaître des maladies liées au stress, des maladies chroniques liées au stress chez celui qui reste. Alors, il y a deux choses. Soit vous avez tout un tas de recherches sur des lésions aiguës, du style traumatisme de la moelle épinière, accident vasculaire cérébral grave, où là, il existe des techniques anti-inflammatoires maintenant qui permettent de passer le cap de début. En gros, c'est comme un bleu, hein. Vous tombez sur votre genou, vous faites un bleu, dans le cerveau c'est pareil, ça gonfle, ça écrase les neurones, donc il faut traiter très vite l'œdème. Et la deuxième phase, c'est réparer à long terme. Donc ça, c'est pas facile. Il y a tout un tas de recherches qui s'expriment dans ce domaine, surtout pour des outils de neuropsychologie, d'accompagnement, de thérapie cognitive qui se développent beaucoup, où il n'y a pas besoin d'appareillage complexe. C'est simplement une série de tests qui peuvent permettre de remettre le cerveau en bon état suite à un traumatisme qui va activer certains réseaux qui stressent le cerveau, et si ces réseaux perdurent dans leur activité, eh bien, ça donnera des conséquences sur d'autres formes de maladies chez le patient. Alors après, on peut rêver dans le futur avec des techniques de réparation, greffe de neurones, surtout greffe de cellules souches. Ça commence à se faire quand même dans la maladie de Parkinson, où on peut injecter des cellules souches directement en voie intracérébrale. On injecte par une grande aiguille au milieu du cerveau et à un endroit bien précis, on peut réparer un petit peu de neurones endommagés, mais seulement dans quelques cas particuliers, comme la maladie de Parkinson.